Ok, ça enregistre. Et ça arrive. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. On n'a peut-être pas besoin de YouTube. Et bonjour à tous ceux qui sont déjà là. On va commencer bientôt. On laisse encore un peu le compteur d'invités augmenter, puis on commence dans 1 minute, histoire de laisser tout le monde arriver. Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat si vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Ok, ok. Il y en a qui ont levé la main. Ok, ok, c'est bon. Ok, donc vous nous entendez bien. Alors apparemment, le chat ne doit pas être ouvert, j'imagine, si vous ne pouvez pas mettre dans le chat. Non. Je vais faire ça. Everyone, voilà. Et les questions-réponses, le chat est désactivé. Voilà, on a quelqu'un de rapide qui a vu que le chat était désactivé. Normalement, le chat est ouvert Tout et à vous fait. pouvez écrire sur le chat si vous nous entendez bien. Oui, le chat est ouvert. Merci Sandra, présent. Merci Amias. Allez, parfait. Ok, alors pour les questions au cours du webinaire, je vous encourage à les écrire sur les questions-réponses et pas sur le chat, comme ça nous on peut les classer au fur et à mesure et les traiter au fur et à mesure. Et puis on va commencer. Je vais partager la présentation du webinaire. Voilà, tac, j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes et on va commencer. Alors, hop, ok, c'est bon. Bonjour à tous, bonjour Eric. Bonjour. Donc, bienvenue pour ce webinaire Nolio qui est le premier que nous faisons sur la préparation mentale. C'est déjà le sixième depuis qu'on a lancé les webinaires. Et donc, comme je le disais, celui-là va porter sur la préparation mentale. Le programme du jour, on vous présentera rapidement donc l'organisateur de ce webinaire, à savoir Nolio, ainsi que notre expert à propos de la préparation mentale, Eric Lacroix. Il nous présentera deux situations concrètes de la gestion de l'échec grâce à la préparation mentale, appuyé d'un troisième exemple, avec toujours donc des trailers, des situations concrètes. Il nous présentera également des outils de routine mentale pour mieux gérer ces situations. Il y aura également des outils de travail de la perception. Et enfin, nous finirons sur une session de questions-réponses. Alors ça, on a décidé juste avant le webinaire qu'on essaierait de les faire au fil de l'eau, néanmoins, enfin, après chaque partie. Donc, vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure. On essaiera de les traiter au fur et à mesure après chaque partie. Sachant que, bien évidemment, vous êtes beaucoup. Ce soir, vous étiez 1200 inscrits. Du coup, on ne pourra pas traiter tout le monde. On prendra les plus pertinents. Pour commencer, comme j'ai dit, alors qui organise ce webinaire? Donc, ce webinaire est organisé par Nolio. Donc, c'est une application de suivi des sportifs. On va faire ça, on va vous expliquer ça rapidement. En fait, c'est pour les coachs sportifs pour faciliter leur suivi plutôt que d'utiliser des tableaux Excel ou des PDF qui ont leurs avantages, bien entendu, mais aussi leurs limites. Là, vous pouvez du coup automatiser le suivi de vos sportifs, notamment grâce aux objets connectés, grâce aux montres et avoir un certain nombre de données pour leur programmer l'entraînement et également analyser leur entraînement. Voilà, et à cette occasion, on est très content de vous faire un petit code promo si vous souhaitez tester l'appli, le code webinar, où vous pouvez tester soit la fonction coach. Donc, si jamais vous voulez essayer de coacher quelques amis, vous pouvez utiliser Nolio. Et également la fonction Athlète Premium, si vous souhaitez vous coacher vous-même, c'est-à-dire vous programmer vos entraînements et analyser vos entraînements de manière complète, vous pouvez avoir 20% sur le compte Nolio, sur votre compte Nolio Sportif Premium. J'ajoute que l'essai est gratuit, donc vous pourrez utiliser ce code après et tester du coup gratuitement soit le compte coach, soit le compte athlète.
Voilà, on va passer au webinar. Donc, notre intervenant, c'est Éric Lacroix. L'idée de ce webinar, il va se présenter juste après, c'est de mettre en perspective les préconisations d'un professionnel de la préparation mentale pour optimiser sa pratique. Donc, tout au long de ce webinar, il vous présentera, donc, comme je l'ai dit, ces outils et des situations concrètes pour vous apprendre à gérer justement, enfin, pour votre préparation mentale. Rebonjour Éric, je te laisse te Bonjour. présenter du coup. Oui, oui, oui. Après, effectivement, je vais pas, je vais aller vite à l'essentiel. Bonsoir à tous. Merci Paul. Merci aussi à la plateforme Nolio. C'est quand même toujours important et de remercier de pouvoir être mis en avant par rapport au travail qu'on fait. On travaille pas mal depuis pas mal de temps. On avait fait déjà des podcasts, mais là, on est sur un webinar et une formation. Je vois qu'il commence à avoir pas mal déjà de questions, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, je suis à la base professeur agrégé à l'université, aussi directeur du service des sports à l'université. J'étais aussi athlète de haut niveau et surtout aussi après, j'ai accompagné des sportifs, notamment dans l'ultra trail, l'ultra distance. Et désormais, depuis maintenant 7 ans, je fais plutôt de la formation prépa mentale, neurosciences et aussi on a un projet, d'ailleurs je lance vraiment le projet, c'est qu'on va faire un ouvrage à la fin de l'année avec certainement les éditions Mons sur notamment la quête de sens et les conduites addictives parce que je suis aussi spécialiste de l'addictologie. Alors, effectivement, on peut passer à la slide suivante. L'objectif, finalement, c'est de vous partager des expériences, vous voyez, mais il y aura de la frustration évidemment ce soir, puisque sur 45 minutes, 1 heure, un petit format comme ça, on ne pourra pas tout évoquer. Et je vous invite déjà justement à vous intéresser à la formation, parce que les formations, notamment sur le mental, c'est très vaste, c'est un sujet où il y a énormément d'outils, il y a énormément de méthodes, entre guillemets. Alors moi, je n'aime pas trop le mot méthode, on est plus sur des concepts, des principes. Mais l'idée ce soir, c'est vraiment de vous apporter quelques outils, déjà pour que vous ayez un aperçu. En fait, le versant du mental, on s'est tous retrouvés à un moment donné dans une course ou je sais qu'il y a des sports d'endurance pas mal ce soir, où le mental, il va lâcher avant les jambes, hein, globalement. Et on parle effectivement de la tête qui va s'arrêter alors que le corps, il peut encore avancer. C'est même des études hein, sur la fatigue qu'a mené Guillaume Millet, c'est-à-dire on a encore des réserves de force, mais au bout du compte, d'un point de vue, il y a une fatigue neuromusculaire qui s'installe. Et on va parler de ça ce soir, hein, et, notamment de la préparation mentale. On va pas énormément non plus parler de théorie, on va essayer d'aller dans le concret et j'essaierai de répondre évidemment à vos questionnements. Pardon. Oui. Alors, euh, il y a des outils simples hein, pour muscler l'esprit, hein, comme on muscle les jambes, mais en fait, il faut penser juste. Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'à un moment donné, on va pas, pour les outils, on va pas prendre une tronçonneuse pour planter un clou. Et c'est ce qu'on entend parfois. Voilà, on va trouver la solution miracle parce que il y a finalement une fracture du mental. Le mental, c'est quoi? C'est difficile à évoquer parce qu'on a énormément de choses aussi bien sur les choses conscientes qu'on peut mettre en conscience. Moi, je suis vraiment, vraiment orienté sur la prise de conscience. Finalement, dans certaines situations et de mettre en place des outils là-dessus. Mais effectivement, il y a tout le versant inconscient et on est fortement guidé par notre inconscient dont on n'a pas le pouvoir. Je vous rappelle qu'on prend quand même 35 000 décisions par jour à peu près et dont 99,8 sont inconscientes. Donc vous imaginez que le petit pourcentage de conscience qu'on a, il est minime. Et c'est là-dessus aussi parfois qu'il faut travailler dans l'accompagnement mental. Et là, on peut avoir justement des orientations très vastes, on va le voir après. Euh, Non, L'idée, pardon. ouais. Désolé, Eric, je vais trop vite. Si tu peux me dire Ouais, quand tu juges, ouais, ouais. je change la slide parce On que va je y gère aller. les questions en Oui, même temps. oui, oui. Alors, Paul gère les slides et moi, je gère les propos. Donc, oui, c'est vrai que là, on va voir une petite chose intéressante. On va tout de suite aller dans le concret. J'aime bien aller dans le concret, le côté narratif. J'aime bien le côté des thérapies narratives, notamment, de raconter l'histoire. Et tu peux la mettre. C'est cette histoire, par exemple, d'une histoire de Iker Carrera, que vous connaissez peut-être, qui est un coureur d'ultra trail en fait, c'est assez ancien, mais je trouve que c'est toujours intéressant. Il a abandonné au Maïdo, c'était l'époque où Kylian Jornet avait
avait gagné la course et en fait, il a vraiment lâché l'affaire, on va dire, au sommet du Maïdo. Et en fait, il est revenu en 2013 et il a abandonné de nouveau au même endroit. Et, et en fait, il évoquait justement cette notion, entre guillemets, d'échec, hein, c'est-à-dire, on voit bien que là, le cerveau, quelque part, avait encodé cet échec, c'est-à-dire une certaine anticipation négative, c'est-à-dire, il y a à un moment donné quelque chose qui s'est produit dans son histoire, qu'il a mis en mémoire, et c'est dans cette mémoire épisodique, hein, notamment, on parle là d'hippocampe, de traces neuronales, euh, qu'il a encodé en fait cette histoire et ça s'est reproduit. Voilà, donc il y a une reproduction en fait justement de cette trace émotionnelle. Et ce qu'il faut dire par là, c'est que l'émotion est fortement reliée à la zone de mémoire. Donc, si je vous parle par exemple du 11 septembre 2001, tout le monde peut se rappeler peut-être certainement où il était à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement quand même très dramatique, il y a un événement très émotionnel et on peut retracer en fait d'un point de vue sémantique au niveau de la mémoire où on était à ce moment-là. Donc on voit bien que euh, on a beau avoir un physique, parce qu'à cette époque-là, Carrera était très 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 fort, il avait vraiment un énorme potentiel, mais qu'à un moment donné, il avait mis aussi quelque chose dans la mémoire qui n'a pas forcément répondu, et c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément travaillé. On peut aller sur la slide suivante. Donc, l'idée, c'est d'aller aussi sur cette notion de gestion. Alors, on entend souvent le côté de gestion émotionnelle. Alors, c'est très difficile de gérer des émotions. On gère facilement un compte en banque. On a plus, c'est plus difficile de gérer des émotions. Et ça, je vous le dirai aussi dans la formation. Pourquoi? Parce qu'en fait, les émotions, elles sont là, elles sont présentes. On a énormément. Bon, il y a des émotions principales que vous connaissez, notamment la peur, qui va entraîner aussi de l'anxiété, etc. On a la joie, etc. Mais il y a une granularité émotionnelle énorme et vous avez peut-être entendu parler d'intelligence émotionnelle. Mais finalement, ces émotions-là, il ne faut pas les éviter. Il ne faut pas non plus finalement dire que finalement elles ne sont pas nécessaires. Elles sont nécessaires, mais en fait, il faut les apprivoiser, pouvoir les réguler. Et ce côté de cet échec, vous voyez, sur un abandon, bah, en fait, ça procure un versant émotionnel, une charge mentale élevée et des réactions émotionnelles fortes. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, c'est finalement les outils qui peuvent être mobilisés, c'est une compréhension de la situation. Donc, il y a vraiment des éléments de langage après et poser des questions sur le fait de la prise de conscience d'un danger finalement réel. Est-ce qu'il y a véritablement un danger? Euh, Ça, c'est important parce que ces notions de stress, le stress est physiologique. Le stress est quelque chose qui nous permet de nous protéger et en fait, qui est un outil vraiment pour notre survie. Si vous sortez, vous faites attaquer par un chien méchant, vous faites une embardée en voiture, vous allez produire en fait un effet de stress qui est physio. Une montée de cortisol qui va vous protéger et qui va donner de l'énergie pour fuir, pour combattre ou éventuellement pour rester figé, mais en tout cas, il va vous donner de l'énergie et en même temps, ça va envoyer aussi de la noradrénaline dans votre cerveau où vous ne pourrez pas prendre de décision, de racine carrée, de quelque chose, ce qui fait que vous allez avoir très peu de choses. Donc, le stress est physio, mais après, il y a un état émotionnel qui peut perdurer. Et c'est là où on peut intervenir sur cet état émotionnel. C'est-à-dire, est-ce que finalement, vous, vous étiez en danger de mort quelque part? Bah, non, en fait, c'est vraiment pas un gros danger. C'est qu'on est là dans une anxiété, ce qu'on appelle une anxiété de performance, et qu'elle est tout à fait normale parce qu'on a été câblé pour ça, pour une survie. On a le droit d'être stressé, on a un stress physiologique, mais le stress est très social maintenant. Ce qui va nous stresser, ça va être quoi? La peur de ne pas être à la hauteur, la peur du regard des autres, la peur de ne pas réussir, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment une prise de conscience d'un danger réel, vous voyez, sur cette situation. Et quand on en parle dans le langage, et le langage qui soit interne, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un dialogue interne, mais aussi un langage qui est externe, la manière de l'amener, eh bien, ça peut déjà faire prendre conscience, hein. Et après, il y a d'autres outils
je ne vais pas énumérer tous les outils, mais il y a une respiration, vous voyez, pour apaiser le système nerveux. Et là, il y a tout un pan, alors qui n'est pas forcément le pan sur la méditation, mais la respiration est une arme de construction massive pour vraiment retrouver un certain calme, un calme intérieur qui va réguler lui, ses émotions, qui va amener aussi des pensées différentes. Euh, il y a un travail aussi sur le côté de l'acceptation justement de cette émotion et il y a une relecture. Là, on est dans ce qu'on appelle les thérapies narratives, c'est-à-dire l'histoire qu'on va se raconter, elle est effectivement très très importante. Donc, sur cette situation 1, vous voyez, on a une gestion d'après-échec euh, comme un levier. L'idée, on parle souvent de plaisir, mais finalement, on ne sait pas forcément comment le mettre en place. Le plaisir, il ne vient pas comme ça, il se construit aussi dans le côté de la narration. On peut passer à l'autre, hein. Ok. J'ai une première question juste Oui, qui est arrivée. Enfin, de Adèle, quelles sont les ressources mentales auxquelles on peut faire appel au cours de la compétition, et il insiste sur le au cours de la compétition, pour dépasser les moments de down? alors les outils sont quand même vastes parce que c'est là aussi le but de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on a, je vous ai dit, on n'a pas forcément un outil. Ouais, il faut planter un clou, on a un marteau. Les outils, en fait, ça dépend comment on s'en sert. Il y a des personnes, un accompagnement mental va pas vous dire tout de suite un outil. Il va d'abord faire une histoire, une anamnèse de votre parcours, de ce qui se passe, et identifier finalement ce qui va vous correspondre. Et il va chercher avec vous les outils qui vous correspondent. Mais c'est pas une recette. Voilà, c'est pas une recette. Il y a quand même quelque chose d'important, c'est de comprendre la situation, c'est-à-dire qu'on nous on remet en lecture finalement ce qui s'est passé. Donc il y a toute l'histoire qui s'est passée et puis des questionnements sur ce qui s'est passé. Mais il y a une première chose, je pense, pour répondre quand même à Adèle, c'est qu'à un moment donné, on s'est quand même inscrit à une course dont on sait parfois qu'elle va être difficile. Et on voudrait peut-être lancer un scénario. Moi, j'appelle ça un petit peu le côté bisounours, c'est-à-dire on n'est pas dans un monde de bisounours. On s'inscrit pour une course, par exemple un ultra trail, on sait que ça va être difficile. Donc on s'inscrit, sinon pourquoi? Hein, si on voit le côté du roi soleil à la fin, on tombe directement dans les marécages. C'est-à-dire le roi soleil, c'est de se voir déjà à l'arrivée, en train d'avoir la médaille, pleurer avec ses proches. Ça ne peut pas fonctionner. Ce qui va fonctionner, c'est qu'est-ce que moi je vais faire pendant la course. Il va se passer des choses. Donc il y a un scénario, il y a un pacing de course, il y a un côté pacing alimentaire, etc. On va gérer des échelles de douleur. Effectivement, à un moment donné, il va se passer des choses. Si on n'a pas anticipé le fait que ça va être dur, eh bien, on n'est pas préparé. Parce qu'à un moment donné, on va se retrouver dans des situations difficiles, voire très difficiles, dans lesquelles on les a peut-être jamais vécues. Donc, c'est là où c'est intéressant, justement, d'avoir en amont le fait d'avoir déjà préparé ça. C'est-à-dire échelle de douleur, une échelle de douleur de 1 à 10. Si on est à 10, c'est qu'on est blessé. Si on est à 5, on peut encore avancer. Certes, si on est à 8, on peut encore avancer. Peut-être qu'on va réduire un petit peu la voilure et l'allure. Voilà, on est sur des échelles, on est sur des choses qui vont amener. Alors, je résume fortement, hein, mais effectivement, il y a pas mal de petites choses qui vont être intégrées. Donc, les moments d'âne, il faut les accepter. Moi, je dis toujours, à un moment donné, il y a des personnes qui disent, oui, elle est dure, il y a telle descente, les conditions vont être dans telle. Oui, tu as payé 200 euros pour t'inscrire sur un ultra trail quand même. Donc, tu as bien choisi de le faire. En état de conscience, tu as choisi. Pourquoi, en fait, tu as choisi de t'inscrire sur un 100 miles? Voilà. Donc, il faut revenir des fois un petit peu à la question du why. En même temps, qu'est-ce qu'on vient y chercher dans l'ultra distance? Qu'est-ce qu'on vient chercher dans l'ultra trail? Parce que c'est pas possible à un moment donné de se dire on va pas calquer un scénario de marathon, par exemple, sur un ultra trail. C'est pas possible. C'est beaucoup moins normé. Il y a énormément d'aléas possibles. On va se retrouver dans des situations beaucoup plus complexes. Voilà. D'accord, D'autres merci questions? Eric. On va en prendre juste une deuxième qui est liée directement à la slide, et les autres, on y traitera après. Hmm. Philippe qui demande comment revivre positivement un échec passé, alors justement que c'était un échec avec des erreurs et une souffrance. C'est directement lié à cette slide-là. Ouais. Ouais, alors justement, le côté de l'échec, en fait, c'est la manière de le percevoir comme un échec. Effectivement, on va
peut-être parler de Mathieu Blanchard, qui en a beaucoup parlé, mais en fait, l'échec est un véritable enjeu justement pour rebondir. L'erreur est normale, l'échec est tout à fait normal. L'acceptation de l'échec est très importante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai abandonné au Maïdo, qu'est-ce qui s'est passé? Si j'analyse, il y a peut-être une analyse un petit peu plus approfondie à faire que de laisser ça de côté. Je vous donne un petit tips. Vous avez trois comportements possibles vis-à-vis d'une situation, et notamment même dans une course d'ultra-distance. Soit, premièrement, vous ruminez, vous êtes dans la rumination, d'accord? C'est-à-dire, putain, qu'est-ce que je fous là? Ah, j'en ai marre, etc. La rumination, en fait, vous ne contrôlez rien, vous ne maîtrisez rien. Vous êtes dans une rumination, c'est-à-dire pour le cerveau, ça amène que des pensées négatives, et en même temps, vous pouvez presque consommer de l'énergie. Le cerveau n'aime pas trop consommer, hein. Il va lui diminuer la consommation. La deuxième chose, c'est j'évite. Ouais, ça passera, etc. Le troisième stade, vous pouvez imaginer, c'est le côté de l'acceptation. L'acceptation, c'est que dire à un moment donné, je suis blessé, ok, ou j'ai eu ça sur cette course, ok, qu'est-ce qui s'est passé? J'accepte. Qu'est-ce que je peux faire pour justement pas que ça se réitère? Voilà. Pour pas que, en fait, je puisse de nouveau abandonner. Parce que c'est là où est l'essence même, c'est-à-dire, à un moment donné, il y a un énorme travail à faire, un petit peu plus approfondi sur cette notion d'échec ou d'abandon, et le voir comme finalement une expérience certes douloureuse, mais pas tant négative que ça, dans le sens où elle apporte de nouvelles aventures derrière, de nouvelles, finalement, connaissances de soi, de prise de conscience nouvelle. Voilà. Allez, ben, on passe à la suite, du coup, sur un exemple très contemporain. Ouais, et je viens d'avoir Mathieu cet après-midi, ça tombe bien. On est vraiment dans ce qu'on appelle les thérapies narratives en ce moment, sur le côté de raconter des choses. Et effectivement, on le voit bien. Vous avez suivi certainement Mathieu après l'UTMB, qui a vécu finalement un lourd échec, puisqu'il était blessé, il a arrêté très tôt. Et pour lui, c'était une contre-performance et vraiment de gros doutes en fait derrière. Et la situation, elle était vraiment, comment dire, très difficile pour lui. Euh, il a connu une course en demi-teinte, on va dire déjà. Et puis, il s'est vraiment posé des questions. Il parlait de contre-performance. Il s'est autocritiqué. En fait, ce qu'on a vraiment travaillé ensemble, c'est des filtres de perception et peut-être dire, OK, c'est un échec, comment tu le vois comme un échec, OK, l'accepter et de reformuler, en fait, repartir sur un autodialogue qui a restructuré aussi un peu sa personnalité. OK, j'ai échoué, j'accepte. OK, j'ai échoué, mais j'ai appris, en fait. Donc, si on fait abstraction du regard des autres et qu'on travaille vraiment sur soi, là, c'est intéressant. Oui, il y a les partenaires. Oui, il y a le regard des autres. Mais moi, en tant que pratiquant, qui je suis? Qu'est-ce que je désire? Parce qu'on a deux choses très importantes. On a des croyances et des désirs. Et ces croyances et ces désirs sont vraiment impactants pour la suite de notre histoire qu'on se raconte en tant que sportif. Donc, si on ne construit pas des croyances qui sont fortes, il faut en avoir. On est obligé. On a un système de récompense. On est obligé de se faire plaisir. Et d'un autre côté, voilà, il faut aussi du désir. Et donc, il a appris. Il a appris des choses. Et là, c'était vraiment important. Et en fait, après, moi, je travaille ce qu'on appelle sur un deep focus, c'est-à-dire rester focusé. Alors, il y en a qui vont dire l'état de flow. Non, l'état de flow, c'est un moment de plaisir un peu minime. Moi, j'appelle ça le deep focus. Pourquoi? Parce que à un moment donné, quelqu'un qui va jouer du piano, qui adore la musique, il va jouer pendant 1 heure, 2 heures, etc. La notion du temps, il n'y a plus de perception du temps. Il y a un filtre de perception complètement différent. C'est-à-dire qu'on aime ce qu'on fait et donc finalement on est en dedans. Beaucoup plus difficile effectivement sur des ultra-distances où on va avoir des signaux de douleur, des signaux de fatigue musculaire, articulaire, des fatigues neuromusculaires. Mais en attendant, il y a quand même des bons moments où la perception du temps peut être oubliée. Vous le voyez bien, c'est quand on va passer 20 heures dans la montagne, bah, si à un moment donné on commence à vraiment beaucoup penser,
à vraiment travailler. Le cerveau, il travaille beaucoup, il va être très très fatigué, il va avoir une charge mentale énorme. Donc, il faudrait presque plus trop penser, plus trop avoir d'émotions, voilà, et se préserver. Et là, en fait, se focuser, c'est ça, c'est rester focus sur des choses assez simples. Ça peut être se mettre finalement dans une situation où je vais au prochain ravitaillement. Voilà. Là, je suis sur encore, on parlait des échelles. Donc, on a travaillé là-dessus, sur la capacité à encaisser, à finir à analyser. Et derrière lui, il a dit que c'était un aventurier. Voilà. Il s'est dit, OK, en fait, finalement, je suis un aventurier. En fait, voilà, le regard des autres, ouais, etc. OK, mais j'aime ce que je fais si je suis un aventurier, si je vis l'aventure pleinement et si je me lance et finalement, je laisse un petit peu le côté de cette incertitude. Quatre choses très importantes, je voudrais vous dire aussi encore un petit tips, je vous en donne, et il y en aura pas mal dans l'information, c'est le côté du petit côté ciné. Ciné, ça va avec le narratif. Le C, c'est contrôle. Quand vous voulez tout contrôler ou vous manquez de contrôle, vous, automatiquement, vous êtes dans un stress et un état émotionnel négatif. Donc, il faut maîtriser, pas vouloir tout contrôler, ou quand on est en manque de contrôle, ça ne va pas. Le deuxième chose, le I de ciné, il y a le C, c'est contrôle, le I, c'est l'incertitude. Accepter l'incertitude. Notre cerveau est prédictif. Donc, automatiquement, notre corps, il réagit, notre corps est réactif. Lui, il va réagir donc, à la fatigue, il va faire de la douleur, etc., très rapidement. Par contre, votre cerveau, il est toujours prédictif. Donc, à la naissance, je suis désolé, mesdames, messieurs, mais vous êtes schizophrène, hein. C'est-à-dire, votre cerveau, il est prédictif et votre corps, il est fragile directement. Mais votre cerveau, il est déjà dans l'avenir. Donc, c'est difficile, vous voyez, de faire les choses. Mais quand on sait qu'il est prédictif, c'est qu'on ne peut pas forcément contrôler l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on peut contrôler? Voilà, on revient en mode de contrôle et de la maîtrise. Le troisième chose, c'est la nouveauté, le N. Et le quatrième point, c'est l'ego. Alors, ça, l'ego, c'est tout le côté de la confiance qu'on a aussi travaillé avec Mathieu. C'est-à-dire, là, on rentre dans une spirale, dans un prisme très complexe sur l'estime, sur savoir s'aimer, s'accorder de la valeur, s'accorder certaines choses, notamment aussi l'efficacité, pour après se lancer dans la confiance et de l'affirmation derrière. Tout ça, c'est assez complexe. Je ne peux pas vous l'expliquer dans certaines choses. Pour terminer cette slide, quand même, ce que je veux vous dire, c'est que le cerveau, il n'aime pas l'ambigu. Il lui cherche des récits. Donc, il vaut mieux lui donner du bon. Et une chose très importante, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Si je vous dis ce soir de penser à une pensée très triste ou à un échec très fort, je vous force pendant 10 minutes à y penser. Et d'ailleurs, il y en a qui remplissent des stades comme ça, ils déshydratent les gens et ils leur font penser des pensées tristes, c'est toujours facile. C'est facile de le faire. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher des pensées tristes. Donc, il y a vraiment, on voit bien que là, finalement, d'aller chercher des récits, c'est aussi une construction à l'entraînement, aussi, bien évidemment. Ah, donc, on peut peut-être avoir des questions, justement, pour pas que je parle de trop. Ouais, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Je vais essayer de prendre Merci. celles qui sont liées directement à la slide. Il y en a qui redemandent qu'est-ce que c'était le I dans ciné. Oui, c'est Euh, l'incertitude. Hmm. L'incertitude, c'est le versant que finalement, vous êtes inscrit dimanche prochain sur une course. En fait, c'est normal d'avoir de l'anxiété de la performance. C'est une émotion qui est tout à fait normale. L'anxiété fait partie de la peur. D'accord? L'anxiété de performance, elle est tout à fait normale puisqu'on ne peut pas gérer. Et donc, on revient un peu dans le contrôle du premier point. Finalement, ce qui va se passer. Donc, on se projette, mais elle n'est pas passée. Donc, vous voyez bien que votre cerveau est prédictif. C'est-à-dire, on se projette, mais on n'y est pas. Donc, il y a un delta toujours, et c'est très difficile de se dire, de faire des plans, entre guillemets, sur la comète, comme on dit. Donc, il y a un vrai travail, finalement, sur le degré, non pas de vouloir contrôler, mais de maîtriser, ce qui est différent. Je maîtrise. Qu'est-ce que je maîtrise? Ma technique, ma tactique, pas mal de choses, finalement. Mon alimentation, je reviens là-dessus. Ma stratégie de course, mon pacing. Et puis, qu'est-ce que je peux maîtriser aussi? L'histoire que je me raconte. Est-ce que vraiment, j'y vais pour du désir et du plaisir? Voilà. Donc, on est un petit peu là-dessus si on peut répondre, mais c'est le I comme incertitude. et le N, La nouveauté.
La nouveauté. La nouveauté, elle vous met dans un état, forcément. Si vous êtes un coureur de 100 km et que vous passez à 100 miles, pour vous, c'est de la nouveauté. Automatiquement, ça met une dose supplémentaire d'état émotionnel qui peut être, entre guillemets, un peu aversif. Je vous rappelle, il y a un côté aversif. Le stress est physio. Il amène des doses de cortisol, de noradrénaline, etc. dans le cerveau. Si vous perdurez, vous allez continuer à avoir du cortisol qui est à un moment donné bon pour l'organisme, il donne de l'énergie, mais il est délétère à trop forte dose parce qu'il vous met dans un état qui n'est pas bon. Donc il faut aller chercher plutôt un côté attractif. Et là, on est dans le côté attractif, on est dans d'autres neurotransmetteurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'y rentre un petit peu plus dans les formations, mais on est sur tout ce qui est endorphine, ocytocine, dopamine, etc. Donc voilà, c'est des choses qui viennent, entre guillemets, se travailler et compléter cet état d'anxiété sur la nouveauté. Voilà. Ok, bon, sur le ciné, il n'y a plus de questions. Je vais en prendre, alors je vais en grouper deux vis-à-vis de la blessure. Alors, il y Hum. a Philippe qui demande comment gérer la blessure en période de préparation et Alexandre qui a eu des grosses blessures, fracture du col de fémur et prothèse de hanche. Mais la question rejoint un peu justement pour surmonter les peurs liées à la blessure. Alors, peut-être que là, il y a deux stratégies différentes. Ouais, alors les peurs liées à la blessure, bah, c'est lié aussi comme à l'échec ou comme à l'abandon, hein. On est sur les mêmes choses, c'est-à-dire c'est la représentation qu'on se fait. On a eu un choc émotionnel. Il y a eu un choc émotionnel. Donc je vous rappelle que l'émotion, finalement, l'amygdale est fortement reliée aux zones de mémoire, notamment l'hippocampe. On n'a pas que ça, hein. On a aussi au niveau des cortex temporaux des choses au niveau de la mémoire sémantique. Mais il y a des zones souvent qui sont fortement liées finalement à intégrer une sorte de... Pour l'expliquer simplement, vous avez créé des autoroutes neuronales, une autoroute neuronale. C'est-à-dire pour vous, faire ça, en fait, c'est automatiquement ça. Donc la blessure, en fait, si vous allez courir, vous allez avoir peur de vous blesser parce que vous êtes blessé en courant ou en faisant quelque chose de particulier. Donc, effectivement, il y a cette reconstruction à faire, de reconstruire finalement des petites routes de campagne neuronales dans le cerveau qui vont que il faut travailler sur le côté antifragile. Alors là, on va sur d'autres domaines parce que je ne vous ai pas dit, mais les outils, en fait, en prépa mentale, on a énormément de sources, qu'elles soient philosophiques, psychologiques, neurosciences. On a énormément de choses. On doit s'intéresser à tout. Quand on est préparateur mental, on doit être finalement un peu polymathe et au bout du compte, en même temps, avoir une version holistique, c'est-à-dire globale de la truc. Donc sur la blessure, avec le temps. Il faut être patient. Il y a une certaine patience et finalement de reconstruire des choses en mettant des petites zones de confiance et de gratitude qui prennent du temps. Ce qu'on appelle le système antifragile, c'est aussi le principe d'Hormèse qu'on remet là en évidence, c'est-à-dire que par petite dose, on peut revenir. Souvent, c'est finalement la trop grosse dose qui est mauvaise pour l'organisme, il est en stress. Donc ça, je ne vais pas le redire dans l'entraînement et toutes les formations dans le le disent sur l'entraînement, sur le développement mitochondrial, etc., ce qu'on parle de zone 2, etc. Mais dès l'instant où on fait des grosses charges qui sont maîtrisées uniquement justement par le cerveau, mais qu'on n'est pas en complète connexion, en alignement avec son corps, avec l'écoute de son corps, je vous ai dit tout à l'heure, votre cerveau est prédictif. Donc vous voyez déjà courir, ou vous vous êtes déjà vu courir très en allant vite, mais votre corps, il n'est pas encore en état. Donc on a une sorte de schizophrénie entre les deux. Pour vraiment se réaccorder. Alors le problème de la blessure aussi, j'ai tellement de choses à dire. Mais souvent, vous avez remarqué, souvent une blessure, on la grossit. C'est-à-dire, vous avez une petite inflammation quelque part, elle prend des proportions dans une zone de notre cerveau où on la grossit, on la zoome, on la focus dessus et on accorde vraiment une importance dessus et on se focalise beaucoup. C'est très très difficile de se défocaliser dessus. Il faudrait pourtant. Dire penser à autre chose serait quand même une bonne chose. Voilà. Pourquoi? Parce que si on se focalise dessus, au bout du compte, on y met une énorme attention. Et l'attention qu'on va porter, même, on peut même porter l'attention, souvent, des personnes, ils ont mal au tendon, ils vont regarder le tendon des autres presque, en se disant, ah,
Ah, les vénards, ils vont bien. Ouais, c'est quand même assez particulier notre cerveau. C'est-à-dire qu'on se projette sur des choses, c'est des scénarios, des choses qu'on se raconte, et souvent on les amplifie. Donc voilà, on zoome dessus. Donc l'idée de la blessure, c'est que si on a un cycle avec un principe d'hormèse, on met des petites doses progressivement, qu'on retravaille dessus en étant finalement dans l'acceptation, pas dans la rumination, bah, c'est pas bon d'être de ruminer, parce que finalement ça ne sert à rien et en même temps on amène des pensées négatives et on amène encore justement un système hormonal qui n'est pas forcément bon pour l'organisme, eh bien on se focalise. Je ne vais pas rester trop dessus parce que c'est un vaste débat en fait, mais qu'il faudrait ouvrir une boîte de Pandore. Ouais, on a bien l'impression que Mm. à chaque sujet, on tire un fil et qu'on Oh oui, il y en a on beaucoup. pourrait en parler pendant des heures. Je te laisse passer sur le premier Ouais, outil que tu as choisi de ouais, présenter. justement, c'est juste pour vous dire que, par exemple, j'ai créé un Obsidian de possibilités d'ouverture et juste pour vous dire, il y a 140 thématiques. Donc, vous voyez, peut-être que ce soir, on va avoir deux, trois, il y en a 140. Donc, on voit bien que là, on est très limité et qu'il faudrait rentrer un peu plus dans un système approfondi. Donc, je vous ai dit, c'est normal qu'il y aurait de la frustration. La respiration, effectivement, j'ai vu des questions tout à l'heure sur la cohérence cardiaque. On n'est pas forcément dans un système de méditation, hein. Je vous engage à lire le très bon livre de Stéphane Johnson sur la respiration qui amène des éléments qui sont aussi bien mécaniques que physiologiques pour apprendre à respirer. C'est le seul moyen de retrouver du calme intérieur. La seule manière. Qu'on l'appelle cohérence cardiaque, qu'on l'appelle respiration contrôlée, qu'on l'appelle respiration, on s'en fout en fait. L'idée, c'est que on peut reprendre. C'est la seule manière, c'est le seul outil vraiment qu'on a physiologique à disposition. Pourquoi? Parce que ça va agir sur le nerf vague. Le nerf vague, lui, il prend des infos du cerveau et il les renvoie aux organes. Donc, finalement, si il entend là-haut que le cerveau va mal, que finalement, par exemple, vous voyez, si je commence à m'énerver, à mettre la voix, l'accélération, que je commence à être stressé, il ressent ça, donc il renvoie des neurotransmetteurs qui ne sont pas forcément justement adaptés à la situation d'être calme. Ça va plutôt vous exciter. D'accord? Donc, le côté de la respiration, en respirant là-haut, vous reprenez le contrôle, en fait, aussi, hein, sur le côté du cerveau. Vous le remettez dans ce qu'on appelle un calme intérieur. Le calme intérieur, c'est quoi? Je vous ai dit, il y a moins de pensées, les pensées traversent. Et alors, des pensées négatives, on les laisse, on les rumine pas. Elles passent, elles traversent. Éviter, ça ne sert pas à grand-chose, ça va revenir. Donc, ça, c'est la respiration. Après, sur le côté du langage interne, c'est aussi un sujet assez vaste. Moi, je suis adepte quand même de Julia Kristeva qui travaille beaucoup sur le langage interne, dans le côté psychologique, où on est sur le jeu, ou le tu, ou le il, mais se raconter. Finalement, le cerveau n'aime pas le vide, il n'aime pas l'incohérence. Il aime bien être cohérent. Si vous ne le remplissez pas de quelque chose, à un moment donné, il va aller chercher. Et il va souvent chercher le négatif. Le négatif, vient comme un scratch. Il vient s'inscrire comme un scratch et tout le positif, c'est du téflon. Donc, retenez bien, le cerveau adore le côté négatif. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est câblé pour la survie, il fallait sortir de la grotte ou sous les arbres pour aller chercher à manger. Donc, je rappelle, à survivre, se nourrir, se reproduire, c'était ça. On a ce câblage-là chez tous les êtres humains. Les 8 milliards sur Terre, on a ce câblage-là. Donc, l'idée, c'est une autogestion positive, c'est que, OK, je vais lutter sur le versant négatif, c'est-à-dire je vais amener des choses, je suis prêt ou je ne suis pas un. J'ai vu tout à l'heure une chips, je ne suis pas une chips. C'est mon épouse qui travaillait là-dessus, je la salue. On avait travaillé des concours là-dessus. Vous voyez, je ne suis pas. C'est-à-dire, je me redresse, il y a une posture. En fait, je viens lutter. Et ça se travaille déjà à l'entraînement. Ça ne se fait pas en compétition. Ce que je voudrais dire ce soir, c'est qu'en fait aussi, on pense souvent qu'on va le reproduire, on va le faire en compétition et que j'ai du mental, j'ai un mental d'acier, moi ça va. Non, les outils mentaux se travaillent à l'entraînement, tout comme l'entraînement, faire des gammes,
faire des intervalles training, faire des fractionnés. C'est pareil. Ça prend du temps et ça se construit. Et je vous ai dit, vous avez 86 milliards de neurones, il faut les utiliser. Il faut créer de nouveaux réseaux. Et on est très étonné justement d'en créer de nouveaux. Et c'est pour ça qu'on arrive aussi à un moment donné à aller beaucoup plus loin dans la pratique sportive. Alors bien, pas bien, mais en tout cas, c'est parce que là, on est dans une génération où les performances, non pas stagnent, hein, mais où on commence à aller un petit peu plus loin dans la connaissance mentale. La dernière chose, c'est l'ancrage corporel. Effectivement, ça revient un petit peu le côté positif, hein, le côté de la posture, des regards, des gestes clés. On est sur des ancrages, mais là, l'ancrage va souvent aussi avec le côté de la visualisation. Je ne vais pas rentrer parce qu'il y aura des formations là-dessus, mais je vous incite, si vous êtes vraiment intéressé par la visualisation, il y a un très bon ouvrage d'Émeric Guillot, qui est le spécialiste en France là-dessus, qui travaille sur la visualisation. Donc, l'idée, c'est effectivement de créer ses propres routines, mais après, il peut en avoir beaucoup. Et souvent, c'est un peu comme le côté de la résolution, on se dit, OK, je vais m'y mettre, et puis on oublie vite. Mais le problème, c'est que le cerveau, il a besoin que ce soit répété, répété et répété. L'apprentissage, c'est de la répétition. Les choses n'arrivent pas si on ne répète pas. Donc, et l'entraînement, on s'entraîne tous les jours, certains, voire souvent quand même 4, 5 fois par semaine, mais le mental, on ne le fait jamais. Il y a quand même un problème, c'est-à-dire qu'à un moment, on se retrouve finalement dans une situation difficile sur quelque chose qu'on n'a absolument pas travaillé, sur laquelle on n'a pas du tout pensé. Donc là, on est là pour l'accompagnement mental, pour vous exposer ça. Et ça, c'est très important. Ok. Tu avais autre chose à dire ou tu voulais, Eric? Mhm. Non, mais après, s'il y a des questions Ouais, de ok, synthèse, je voulais voir si justement c'était le moment des questions. oui, il faut. Il y en a deux qui demandent justement le nom du livre sur la respiration. Bah, ça s'appelle la respiration, c'est Stéphane Jansoun. Je le salue. Jansone, Ok. qui a créé l'Académie de la respiration. Enfin. D'ailleurs, je pense que ce soir, j'ai pas mal. Je salue des athlètes, hein, que j'accompagne, aussi bien sportivement que mentalement. Mais aussi, je crois qu'il y a Cyril Blanchard là, qui on travaille aussi mentalement avec pas mal de préparateurs mentaux. L'idée, c'est d'apporter aussi et de partager, voilà, énormément de choses parce que la prépa mentale est en train vraiment de progresser. Elle intéresse, elle interpelle, mais en fait, le domaine, on est vaste entre la psychologie. On n'est pas complètement des psychologues à la base, puisqu'on n'est pas sur une thérapie, on est du normal au pathologique. On ne doit pas être dans le pathologique, on est plutôt dans le côté normal, sauf que la norme de la normativité au pathologique, des fois, on est un petit peu, on ne sait pas trop. Ok. Juste Et tant interpréter. qu'on est sur le livre, il y en a un qui redemandait la référence de la visualisation. Mhm. C'était C'est Émeric Guillot. Émeric Euh, Guillot, voilà, c'était ça. voilà, qui est vraiment très très bon là-dessus. Ok, Voilà. parfait. Mhm. Qu'est-ce que j'avais vu comme question? Finalement, du coup, je l'ai perdu. Ouais, non, Émeric Guillot, du coup, Olivier, Mhm. qui s'est trompé, Il qui y a énormément de questions, je suis était. en train de regarder. Je pense que là, Ouais, tu peux en prendre à l'attention la peut être. volée si t'en Non, vois, ouais. mais je crois que le versant, justement, là, on est sur de l'attention. On est vraiment là-dedans aussi, hein, dans une génération où on doit traiter énormément d'informations, mais sachez que notre cerveau, on est très mauvais. Il faut être très humble par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on peut mettre, certains le savent, entre 4, 5, 6 tips possibles dans notre conscience, mais après, c'est des routines qu'on travaille. D'accord? Si je vous dis 3 fois 3, ok, vous allez dire, vous me répondez facilement. 5 fois 5, ok. Là, on est sur ce qu'on appelle les heuristiques, c'est-à-dire des choses qu'on a appris et que c'est mis en routine. Par contre, si je commence à vous dire 417 multiplié par 17, là, votre cerveau, il va commencer à travailler en algorithme, c'est-à-dire il va aller chercher des solutions et vous allez consommer de l'énergie. Eh bien, dès l'instant qu'il y a de la nouveauté, on parlait tout à l'heure, vous allez consommer de l'énergie. Donc, ce qu'il faut, c'est créer des routines à l'entraînement. Donc, les routines mentales, si elles sont comme le 3x3, vous êtes sur des heuristiques. Donc, vous ne consommez pas dans la course. C'est-à-dire que vous avez à disposition des choses que vous avez déjà travaillées.
Si vous commencez à chercher des solutions pendant votre course parce que vous êtes vraiment en grosse difficulté, vous allez consommer aussi de l'énergie mentale. Et l'énergie mentale, elle est précieuse, elle consomme beaucoup. Votre cerveau, il fait 2% de votre poids de corps, d'accord? Entre 1,5 kg et 1,8 kg, ça va dépendre. C'est pas la taille du cerveau, hein, qui fait, qui fait l'intelligence, on va dire, mais il consomme 20% d'énergie en glucose. Donc, il consomme votre cerveau. Il faut lui amener. Donc, ce qu'il faut, c'est éviter qu'il se consomme de trop aussi. D'accord? Donc, l'idée, c'est d'amener aussi des, des- des éléments de routine. Vous voyez? Voilà. Et on avait Nelly qui posait la question de si des respirations de type Wim Hof Mhm. étaient cohérents. Bah, en fait, là, c'est des choses qui sont faites dans des méthodologies, c'est-à-dire Wim Hof, lui, il amène quelque chose sur le froid d'abord, la respiration d'abord, le froid, bain froid, etc. Et puis après, il travaille sur le mindset. C'est une méthodologie particulière, hein, c'est-à-dire que elle est très bonne aussi, dans le sens où elle amène quelque chose sur un travail du mindset. L'idée, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tous les prétextes ou les outils sont bons. Des relations, elles vous construisent sur quelque chose, sur une version que vous avez envie. Pas forcément la meilleure, parce qu'on entend souvent, je vais être la meilleure, non. Il faut se mettre, foutre un peu la paix là-dessus. On est des êtres humains, et les êtres humains sont imparfaits, on fait beaucoup de conneries, on n'est pas forcément très bon, il faut avoir beaucoup d'humilité finalement avec les informations qu'on traite. On est confronté à des émotions en permanence qui amènent des pensées, et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Voilà. Mais c'est vrai que, comme dirait un grand sage, il y a des personnes qui, dans l'anxiété, euh, dans une fête foraine, ils font tous les manèges. Hein. D'accord? Dans l'anxiété. Donc, c'est là où il faut les accompagner parce que, il y a une énorme anxiété. Je vous rappelle, l'anxiété, c'est la peur d'avoir peur, en fait. Hein. L'angoisse, c'est la peur du vide. L'anxiété, c'est la peur d'avoir que quelque chose arrive. Donc, on est dans l'anticipation, mais c'est normal. Votre cerveau est prédictif. Donc, c'est normal d'avoir peur. Ok, eh bah, outil suivant, On du est coup. là-dessus, justement. Voilà, Oui, parfait, transition parfaite. la transition est parfaite, justement, de pouvoir, entre guillemets, travailler votre perception, la perception, les filtres de perception, c'est ça. C'est peut-être aussi commencer à modifier les attentes. Pourquoi? Parce que vous allez aussi pouvoir transformer une expérience, justement. Par exemple, sur un ultra, euh, je vous disais tout à l'heure, si on commence à penser qu'on a 130 km et qu'on est voilà, au 40e et qu'il en reste 130, on n'est pas forcément très bien. Donc, le fractionnement mental, par exemple, est une chose intéressante. C'est-à-dire, ça, vous avez entendu parler, mais je vais à tel point, je me mets de la gratitude quand j'y arrive, et puis je fais aussi un check-up, un bilan. Et là, on revient, en fait, toujours. Je vous rappelle que la préparation mentale, ce sont des outils. Et des outils qui viennent reswitcher tout ce qu'il y a en tactique, en technique, en stratégie, etc. Voilà. Et effectivement, après, il y a une version aussi d'intelligence un peu émotionnelle où je régule ces émotions. Je vous rappelle, je ne gère pas les émotions, je gère mon contentement. Par contre, je peux réguler les émotions, je peux essayer de les comprendre. Qu'est-ce que j'ai comme émotion? Oui, c'est normal. À un moment donné, je sens que j'ai comme une petite blessure qui arrive, c'est normal. Que je sois pas forcément au top dans ma tête. D'accord? Mais c'est quoi qui va arriver? La déception, c'est de la peur, c'est voilà. Donc j'arrive à gérer ça. Qu'est-ce que je fais avec? Si je me dis, faut que je continue à courir blessé, voilà, ça va être plus difficile. Si je me dis qu'à un moment donné, je vais ralentir l'allure et que c'est pas un problème, l'idée c'est que je le termine, bah, c'est autre chose. On est sur une autre version. On est sur une autre histoire qu'on va se raconter. Voilà. Donc, vous voyez, je vais jusqu'au prochain arbre. Pardon, je Oui, suis allé voilà. trop vite. Voilà. Peut-être prendre une question ou deux, puis après on passe Ouais, à... c'est ce que je voulais. Je voulais cliquer sur les Hmm, questions, justement. hmm. Euh, alors, les questions. Euh,
j'avais vu, oh, il y a beaucoup de personnes qui partagent des ouvrages sur la préparation Ouais, c'est mentale. bien, merci à vous. C'est que ça le Mm, partage en fait. C'est là où on voit carrément, que ouais. on peut, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut savoir partager, déléguer dans la vie, Ah c'est bah, très important. justement, il y Mm. avait quelqu'un qui demandait quel est l'intérêt d'un mantra par rapport à l'ancrage. Donc, peut-être des points positifs du mantra. Hmm, C'est vraiment lié à Le, la slide. ouais, le mantra, il vient en fait vraiment de quelque chose qui est vraiment basé sur le côté méditatif, la méditation. Donc effectivement, c'est un outil, on l'appelle, dans le jargon de la prépa mentale, on utilise des outils dont on n'a pas forcément l'historique. Donc ce qui est important, c'est toujours voir d'où il vient. D'accord? Donc le mantra, en fait, c'est quoi? Oui, c'est comme une routine, en fait. C'est un ancrage, par exemple, un geste. Je vais pincer mes doigts en même temps, je vais voilà, ouvrir une image, par exemple, l'image de quelque chose, d'une image très, très forte pour moi, qui amène un énorme plaisir ou un énorme bonheur. Et je peux imaginer que quand je pince très fort, j'ouvre encore beaucoup plus l'image et que je peux y mettre de la couleur, des couleurs très fortes, etc. Et là, on est par exemple dans un mantra, ce qu'on appelle un mantra. C'est-à-dire, j'ai, moi, quelque chose, un ancrage qui me convient. Je pense à une image, je lui mets plus ou moins de couleurs, j'appuie plus ou moins fortement, voilà. Mais cette chose-là, c'est pas quelque chose de finalement prescriptif. C'est à un moment donné dans l'accompagnement mental, l'accompagnement mental va donner des pistes pour que la personne puisse choisir. Voilà, si elle a réellement ce besoin-là, ben on va travailler avec elle. Et les personnes, ça va être plus le côté de l'hypnose. Il y a des gens qui vont être, voilà, l'état de conscience modifié. Il y a des personnes qui vont être plutôt dans le narratif. Il y a des personnes qui vont être dans effectivement la visualisation. Il y a des personnes qui vont être dans le langage interne énormément. Il y en a qui ont tous les outils, tant mieux. Et ça prend du temps. Mais ça prend du temps. C'est une construction, c'est ça que je veux dire ce soir. Les outils prennent du temps. Il faut être patient. Et c'est pas prescriptif. Voilà, on n'est vraiment pas là-dessus. Ok, et ben ça me donne l'occasion de faire avec la première question. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut de Grégory qui demande par exemple quelle doit être la posture professionnelle du coach mental? Alors je vais écrire la Mhm. question. Il demande de comment faire face et qu'attendre d'un coach mental dans sa présence. Ouais. Est-ce qu'il faut attendre une amitié, une présence, une écoute? C'est vraiment sur la posture professionnelle. Ouais. La première chose, c'est un cadre. Toujours. Il y a un cadre de fonctionnement qui est la confidentialité. D'expliquer la confidentialité à la personne. C'est très, très important. Il faut qu'il y ait un état de confiance. Donc la confidentialité fait partie de ça. Ensuite, le cadre, c'est quoi? C'est de l'écoute. D'abord, on écoute. Et pourquoi? Parce que euh, c'est un petit peu la version de Prochaska. C'est-à-dire quelqu'un qui dit qui est dans le déni et qui ne veut pas arrêter de fumer, on ne va pas le forcer à fumer. Si quelqu'un a envie de faire quelque chose en accompagnement mental, s'il faut l'écouter, c'est d'ailleurs qui fait la démarche pour y aller, donc il faut être en capacité de l'écouter, donc il faut d'abord l'écouter. Il faut écouter son histoire. C'est ça qui est très important, c'est ce qu'on appelle une écoute active. Ah, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, il y a Carl Rogers depuis les années 60-70. Et l'écoute active, c'est important. C'est quoi ton histoire en fait? Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans cette histoire pour que ça bloque? Parce que souvent, c'est ça. Il y a eu un blocage, il y a une histoire qu'on se raconte et puis il y a un blocage. On est... Et l'idée d'un accompagnement mental, la posture, c'est que finalement, les personnes dans la polarité du normal au pathologique ne souffrent moins dans sa performance et qu'elle s'épanouisse vraiment dans sa performance, donc lui apporter des outils. On a un côté clinique, mais on n'est pas des psychologues. Donc, on est moins dans le versant pathologique. On doit amener à un moment donné des outils pour la performance, je rappelle aussi. C'est-à-dire, on a vu Mathieu, on a vu des choses. C'est des outils pour la performance. Et on voit bien que la performance peut aussi être en acceptation de l'échec. C'est-à-dire que voilà. Et c'est là où on revient quand même là-dessus. Donc, le cadre, la confidentialité, ce côté d'écoute, et puis après, effectivement, et je l'entends bien, les gens ont besoin à un moment donné de parler. Et souvent, on n'arrive pas à exprimer. Souvent, c'est aussi, on a beaucoup de dissonances cognitives, on a des croyances limitantes, vous entendez parler beaucoup de ça. Mais en fait, il faut les expliquer concrètement. Concrètement, parce que c'est dans le langage, dans la discussion. Si vous ne parlez pas, vous n'arrivez pas, en fait, à amener à un moment donné cette version un peu inconsciente de vous qui vous
sur lesquels vous êtes resté peut-être des fois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avec ces problèmes au bout du compte. Et c'est là, alors on n'est pas des magiciens, hein, mais de parler, ça fait énormément de bien. Donc, déjà, on va voir des psychologues pour ça. Mais là, on va parler de sport. On va parler de performance, on va parler finalement de versions techniques, tactiques, etc. C'est un petit peu la différence. Vous voyez, on a affaire à une population vraiment de gens qui sont passionnés, hein, à la base. Voilà. D'accord, merci. Et si on peut finir sur une question, je trouvais qu'elle était intéressante parce que ça appelle à ce qu'on appelle désormais le deuxième cerveau, à savoir l'intestin. Est-ce que les problèmes gastriques sur une course d'ultra peuvent avoir une origine mentale? Et Xavier, donc il pose la question, mais il a l'impression d'avoir déjà la réponse lui-même. Peut-être qu'il a raison Ouais, à se dire que voilà, ces problèmes mentaux après provoquent des problèmes gastriques. en fait, on est un être entier, d'accord? Donc, on a effectivement une version du cerveau, mais je peux vous dire que le deuxième cerveau, je suis pas trop pour ce concept, parce que si vous vous coupez la tête, vous ne vivez plus. Donc, pour moi, il n'y a qu'un cerveau. Après, effectivement, les organes sont énormément, il y a énormément de connexions, vraiment, très, très branchés, on va dire. Donc, tous les organes, notamment le cœur, l'intestin, le microbiote, sont énormément connectés. Ça, c'est certain. Mais de dire après que c'est le cerveau, non. Le cerveau, c'est notre cerveau qui commande comme dans le sens. Si on ne l'a plus, on ne vit plus. Donc, il y a énormément de choses qui se passent, effectivement, quand même, dans le côté sous-cortical, etc. Donc, attention à être vigilant, mais bah, le microbiote sont fortement liés au système neuronal et hormonal. On l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le nerf vague, ces choses-là. Donc, si on revient à un état de calme intérieur, etc., on peut peut-être, à un moment donné, je dis bien on peut peut-être, aussi trouver un certain équilibre, puisque l'anxiété de performance amène un stress, on l'a vu tout à l'heure, et amène vraiment un déclenchement aversif avec beaucoup de cortisol, avec de la noradrénaline qui n'est pas forcément bon. Voilà. Ok, merci Eric. Alors vous êtes très 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 nombreux ce soir à poser des questions. Là, il en reste encore 40. On a dû en faire à peine une dizaine. Bah, c'est Du bien. coup, on ne pourra pas traiter tout le monde malheureusement. On est Ouais, désolé, désolé. sinon on est là jusqu'à 23 heures. Par contre, pour ce qui est de toutes les personnes qui ont demandé des références sur par où ils pouvaient commencer à se renseigner sur la préparation mentale, Mhm. avec Nolio, on va proposer un produit, du coup, qui est une formation mentale par Eric, que vous connaissez maintenant, parce qu'il nous a présenté des super concepts. Voilà, Eric, je te laisse présenter un peu ce que tu as mis dans cette préparation. Moi, je reprécise qu'on a mis pratiquement 5 heures Mhm. de vidéo il y a 4h30, mais on va même plus Merci, vers les Paul. 5 heures. Ouais, Et mhm. du coup, Mhm. voilà, Eric, je te laisse aborder les sujets que tu as jugé bon d'aborder dans la formation. Oui, en fait, effectivement, là, on va vous présenter une partie dans ces 3 modules qui sera fortement liée aussi un petit peu à des concepts qu'on a évoqués ce soir, mais plus en profondeur. Donc, tout le côté du module numéro 1, notamment, est fait justement sur le mode de la survie, pourquoi on est câblé de telle manière. C'est-à-dire, il y a des apports quand même qui sont même un petit peu anthropologiques que je trouve intéressants. Pourquoi? Parce que ça permet aussi d'accepter, de comprendre en fait qu'on est des individus fragiles, etc., qu'on disait tout à l'heure, et vulnérables. Nous sommes tous fragiles et vulnérables. Et après, il y a une construction derrière. Et ça amène ça. Et ça amène justement tous les concepts qui sont liés surtout, qu'on rencontre souvent sur l'anxiété de performance. Souvent, c'est celle-là. C'est-à-dire que je vous ai dit, on anticipe, etc. Il y a de l'anxiété parce qu'on a plus ou moins bien vécu certaines choses et il y a une anxiété qui arrive. Et aussi, il vient se greffer après des autres modules sur notamment la confiance, notamment sur la confiance en soi, qui est aussi un module très très important là-dessus. Donc, 3 modules. Le premier module est quand même assez gros. Merci Paul d'avoir travaillé dessus. Vraiment, c'est du boulot parce que vous Merci écoutez, à il faut toi, faire hein, le c'est toi qui montage. as fait le plus gros du boulot. Voilà, et l'idée, c'est qu'il y a des petites vidéos qui sont incluses, et puis les supports évidemment PDF qui sont dedans, effectivement, qui permettent déjà d'avoir une première approche. Parce que après, évidemment, hein, je vous ai parlé de thérapie narrative, de choses encore beaucoup plus loin, parce qu'on rentre dans des domaines.
Juste par rapport à ça, pour les formations, cette formation, je vous ai dit, je travaille, je resalue Cyril Blanchard qui est présent. On travaille avec des psychologues, on travaille avec des préparateurs mentaux au niveau national, on prépare avec pas mal de personnes qui sont connectées à ce milieu-là pour essayer d'apporter des connexions, des connaissances et des partages surtout. Voilà, de nos pratiques. Parce que c'est vraiment, vraiment important. Donc cette formation, elle est basée aussi là-dessus, pour vraiment ce côté du partage. Eh ben parfait. Bon, tu as dit petite vidéo, je pense qu'on peut repréciser que c'est pas petit. Il y a vraiment 4h30. Ouais, c'est Ça nous ça. fait 10 gigas en Oui, tout, donc c'est quand même pas mal. Et voilà, je voulais insister jusqu'à la fin de la semaine, du coup, si vous voulez, bah, du coup, commencer à mettre le pied dans ce monde très intéressant de la formation mentale et qui est très vaste, et donc l'aborder de manière, alors on n'aura pas la prétention de dire exhaustive, parce que je pense qu'après, il y a encore énormément à découvrir, mais du moins très bien sûr. complète. Vous aurez donc le code promo Cerveau qui vous fait passer du coup la formation jusqu'à la fin de la semaine de 299 à 199 euros. Donc vous avez l'adresse du site ici, formation.nolio.io. Et de toute manière, vous recevrez un mail pour justement découvrir tout cela. Eric, je ne sais pas si tu Mm. as un mot pour Oui, la fin. si, toujours une petite conclusion, une phrase finale. Vas-y. Effectivement, déjà, je voulais vous remercier et je sais qu'effectivement, il y a de la frustration de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Ça serait vraiment un grand plaisir de pouvoir y répondre et de pouvoir discuter parce qu'il y a des choses, effectivement, qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses dans des domaines que je maîtrise absolument pas et ça serait vraiment bien de pouvoir échanger, de prolonger ces discussions. Bon, on pourra peut-être le refaire dans d'autres webinaires, je l'espère. Mais la phrase et la conclusion, c'est de dire que finalement, j'ai mis un petit mot, c'est la différence entre ce que vous ressentez, ce que vous accomplissez, se joue souvent dans la tête aussi. Donc, ce que vous ressentez, c'est pas une fatalité, c'est modulable. Ça, c'est important. Ce que vous croyez sur vous-même devient vrai parce que vous y croyez, je vous ai dit, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, moi, je vous conseille de former votre mental comme vous formez vos jambes. Donc, c'est important. Ça serait un petit peu la mot de la fin de ce soir de ce webinaire. Je vous remercie. Parfait, merci Eric. J'en profite pour répondre à une dernière question de Mhm. Marion qui demande si dans la formation il y a des possibilités d'échange. Alors, on ne pourra pas faire un suivi mental sur une formation évidemment, mais pour tout ce qui est des questions vis-à-vis du contenu de la formation, bien entendu qu'après on fait un suivi, qu'on répond à toutes vos questions si vous avez besoin de plus On de pourrait y précision. répondre. Oui, on pourra justement revenir un petit peu sur certaines questions s'il y a besoin. Voilà. Parfait. Eh ben, merci Eric, très très Merci. intéressant. Merci à Du vous. coup. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. Et puis, vous aurez du coup la rediffusion de ce live sur notre chaîne YouTube, si vous voulez, comme ça, recreuser certains concepts, reprendre des références. Voilà, tout n'est pas perdu. Vous aurez tout, finalement, sur YouTube, en rediffusion. Merci. Passez une bonne Merci à vous soirée et tous. portez-vous bien, Bonne surtout. soirée. Au revoir. Au revoir.